Bonjour à tous, je suis Simon et je vais vous parler des news de la planète cinéma qui sont tombées ces jours derniers. Préparez-vous, on a un beau programme vu qu'aujourd'hui on va vous causer grosses bébêtes et monstres sacrés. On attaque tout de suite avec le trailer de Godzilla vs Kong qui vient de tomber. C'est un des principaux blockbusters de cette année 2021. Il sortira aux États-Unis simultanément au cinéma et sur HBO Max le 26 mars prochain. Alors on n'a pas encore de sortie française parce que la plateforme HBO Max n'étant pas disponible sous nos latitudes, et bien tout simplement le film sortira sur grand écran. Quand il y aura des grands écrans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir une bande-annonce de film de grand spectacle avec des grosses bébêtes qui se mettent des grosses mornifs, qui se tapent sur la tronche, qui cassent des immeubles, qui cassent des choses. J'ai jamais été un énorme fasciné de destruction porn, mais alors là, je dois dire qu'après quelques mois de gros manques, de grosses bébêtes, j'ai très envie de voir des grosses bébêtes qui se tapent dessus. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le premier Godzilla, enfin pas le premier Godzilla, le premier on va dire de cette trilogie, de cette suite de films, c'est d'ailleurs pas une trilogie. Bref, le Godzilla de 2014, réalisé par Gareth Edwards, que moi j'avais trouvé excellent. J'avais été pas tellement convaincu par Kong, ni par Godzilla, le roi des monstres, mais je suis quand même très curieux de voir cette rencontre, de voir ce choc des titans littéralement. Alors il faut bien voir que c'est pas la première fois que Godzilla affronte King Kong, puisqu'il y a déjà eu un film où il se mettait de grosses peignées, qui date de 1962 et qui était réalisé par Ishiro Honda, qui est le grand architecte, le grand artisan de Godzilla, le vrai papa de Godzilla au Japon. C'était, si ma mémoire est bonne, le premier Godzilla à être en couleur. Bon, c'était pas un des meilleurs. Enfin bref, si ça vous amuse, vous pouvez le voir. C'est un film qui a vieilli d'une manière particulière et qui reste quand même extrêmement divertissant pour peu que vous aimiez les gens qui suent dans du caoutchouc, les maquettes et autres joyeusetés. Bref, le trailer du Godzilla vs Kong qui nous intéresse, il est plutôt, moi je trouve, assez excitant. On dit souvent, vous savez, sur écran large, on aime bien parler des trucages, des effets spéciaux à l'ancienne, mais il faut pas croire que pour autant on serait des gros nostalgiques qui supportent pas la modernité. Au contraire, quand les effets numériques sont bien employés, ça peut donner des choses superbes. Typiquement, depuis le Godzilla de 2014, la franchise a plutôt placé la barre très haut en la matière, et là vraiment, encore une fois, ce trailer est extrêmement prometteur. Il donne le sentiment d'avoir des effets finalisés ou quasi finalisés, ce qui est quand même de moins en moins le cas sur les bandes annonces de blockbusters ces dernières années. Ça a l'air techniquement très maîtrisé. Tous les plans sur la gueule, que ce soit de Kong ou sur Godzilla, sont très détaillés, vraiment. C'est un vrai festin visuel, ça fait bien plaisir. Il y a, comme Gareth Edwards avait initié ça dans son film de 2014, des jeux d'échelle qui ont l'air plutôt marrants. Enfin voilà, en termes de spectacle, c'est assez excitant. Bon, bien sûr, on remarque dans les quelques plans qu'on voit de l'affrontement entre Godzilla et Kong en plein milieu d'une ville, on remarque que les gars ont bien regardé Pacific Rim et se sont dit « Ouais, vas-y, mets-moi du néon rose, là, ça va bien se passer. » Mais bon, après tout, je veux dire, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de mal à s'inspirer des gens qui font du bon boulot. Mais voilà, le trailer est assez excitant en termes d'action. Enfin ouais, moi ça me fait vraiment plaisir. En revanche, il y a quand même 2-3 bricoles qu'il faut qu'on dise, on va essayer de le décrypter un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce trailer? Bon, bah voilà, les deux gros gugus vont se battre. On sent quand même un peu venir, enfin, du moins j'ai l'impression, un truc à la Batman v Superman, à savoir, oh là là, il va y avoir une menace plus grosse que nous, vite, battons-nous! Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on sent ça? Bah, déjà, parce qu'on imagine bien que le studio va pas prendre le risque de tuer ou l'un ou l'autre de ces deux gros monstres, hein. Ils en ont besoin, et s'ils nous mettent leur réunion, c'est bien parce qu'ils ont un potentiel commercial, donc hélas, tant mieux, à vous de voir, mais ils vont probablement pas nous les flinguer. Donc, il y aura sans doute quelque chose de plus fort, de plus gros qu'eux. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? On aperçoit dans la bande-annonce une bébête qui a une espèce de corps de serpent et de grandes ailes, c'est Warbat, un kaiju qui vient donc de la mythologie Godzilla. Bon, alors ça a quand même des airs de flashback, parce qu'on entend, vous savez, les personnages dire « Oui, j'ai dit, s'il y a eu une guerre entre Godzilla et toutes les autres bébêtes et Kong et machin », ça pourrait tout à fait être une représentation de l'époque où Kong mettait de grosses déculottées à toutes les bestias immenses qui régnaient sur Terre. Il y a également pas mal de commentateurs et d'observateurs qui ont fait remarquer que peut-être on apercevait, je dis bien peut-être, hein, je prends des pincettes, que peut-être on apercevait Mechagodzilla, Mechagodzilla qui, comme son nom l'indique, est un mecha en forme de Godzilla, qui était apparu dans le film Godzilla contre le monstre mécanique. Et oui, en effet, la traduction, les titres, tout ça, c'est parfois terrible. Et bien, donc tout simplement Mechagodzilla, il apparaîtrait éventuellement dans une des toutes premières images de la bande-annonce. Si vous allez la voir, vous savez, on voit des gens courir, un mouvement de foule, et au-dessus d'eux, il y a quelque chose alors qui semble être Godzilla, mais certains ont fait remarquer que ce qu'on devinait de son design et aussi le côté très mécanique de son mouvement pourrait indiquer qu'il s'agit de Mechagodzilla. Il y a aussi une autre image qui vient de la bande-annonce où on peut voir un type qui s'exprime avec derrière lui des écrans et voilà, pas mal de gens disent « Oh là, mais derrière cet écran, on dirait bien un patron, un plan d'un robot Godzilla ».
Cette théorie en plus pourrait faire sens avec la fin de Godzilla, Roi des monstres, où rappelez-vous, le grand méchant, qui était joué par Charles Dance, récupérait à la fin la tête de King Ghidorah pour, on sans doute, fabriquer quelque chose de terrible, ou peut-être renouveler la recette de la bouillabaisse. Je n'en sais rien, c'était une très mauvaise punchline, ce sont des choses qui arrivent. Bref, tout ça pourrait donc faire sens, et écoutez, on le verra bien. Alors, bon, néanmoins, moi j'ai 2-3 petites réserves sur cette bande-annonce. Déjà une grosse, arrêtez de me foutre des enfants magiques. Je ne veux plus voir d'enfants magiques, je veux pas voir ces espèces de gnomes. Oh là là, regarde, il sait parler à Godzilla, il lui touche le pouce avec son petit doigt. Non mais c'est imblairable. On avait déjà ça quasiment dans le précédent Godzilla. C'était franchement insupportable. C'était Millie Bobby Brown qui jouait l'enfant magique. Voilà, moi ce côté genre, oh là là, oui, il y a un être pur qui a établi une connexion avec cette grosse bête pure dont le souffle atomique peut tuer des milliards d'humains. C'est bête, c'est vu 15 milliards de fois, c'est rarement utilisé de manière dramaturgiquement intéressante. Et puis en plus, quand on parle de Kong, moi je suis désolé, mais Kong, il a toujours eu effectivement des liens avec l'humanité. Et ces liens, c'était quoi? C'était Fay Wray dans le Kong de 1933, c'était Faye Dunaway dans le Kong de John Guillermin qui doit être de 76, et c'était bien sûr Naomi Watts dans le King Kong, le chef-d'œuvre de Peter Jackson, qui est une merveille de relecture, un film épique, absolument incroyable. Mais je voulais pas revenir sur la qualité du film, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de faire de Kong une espèce d'allégorie, d'abord du désir masculin, parce que c'est bien ça qu'il y a dans les 2 premiers films qu'on cite, et puis ensuite un rapport à l'humain très intéressant, parce que même si c'est 3 personnages féminins, ils ont évolué ces personnages féminins, mais il me semble que c'était quelque chose de plus riche, de plus intéressant, de plus évocateur, ce qu'il y a eu jusqu'à présent, que l'enfant magique qui peut communiquer avec Kong et qui porte sur lui le poids de la pureté du monde. De même que, rien que dans la bande-annonce, je dois avoir à peu près 42 personnages. J'en ai marre de voir des espèces de personnages, de fonctionnaires de l'administration de monarques qui ne savent en gros dire que 2 trucs, c'est très très grave, il nous faut Godzilla, et oh, mon dieu, il nous faut Godzilla. Voilà, c'est dommage, d'autant plus que c'est plutôt un bon casting qui est rassemblé, et voilà, j'ai un peu peur qu'ils aient à nouveau des rôles un peu pétés. Ce qui me permet d'ailleurs au passage de vous rappeler que c'était peut-être une assez bonne idée finalement en 2014 de suivre le personnage de Aaron Taylor Johnson, qui se définissait plutôt par sa faiblesse, par le fait qu'il allait à rebours des schémas classiques du héros d'action, et justement ça ne faisait que grandir Godzilla et que incarner totalement la vulnérabilité de l'humanité face à cette créature qui est un quasi-dieu sur Terre. Et je trouve que c'était peut-être plus pertinent, plus engageant, plus riche comme matière première que ce qui a l'air d'être là encore, voilà, la palanquée de Troufion. Ils vont faire « Ok, nous sommes l'armée, nous allons faire rien !» Ok, nous sommes monarques, nous allons faire pas grand-chose. Voilà, bon. Mais écoutez, on verra bien le film. En tout cas, il a l'air d'être gentiment spectaculaire et c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il nous en mette un peu plein la tête. Et enfin, pour terminer, en parlant de ce film, comme je vous le disais en introduction, on ne sait pas quand il sortira en France, il sortira quand les salles ouvriront. Eh bien écoutez, moi je suis pas votre papa, enfin je suis pas votre papa à tous en tout cas, probablement pas à tous. J'ai pas à vous donner de conseils, j'ai pas à vous faire la morale, j'ai pas à vous sermonner, et je ne compte pas le faire. Néanmoins, alors qu'on galère tous, tous autant qu'on est, on est en train de prendre la situation, les conséquences de la pandémie en pleine face, et c'est terrible pour tout le monde, absolument pour tout le monde, eh bien peut-être qu'il est temps de réfléchir aussi un peu à comment on consomme, et évidemment on l'a vu avec Wonder Woman 1984, qui est sorti en suivant une logique industrielle similaire à celle qui sera celle de Godzilla, et c'est peut-être le moment de réfléchir à comment est-ce qu'on garde les films, à quel moment, de quelle manière, et en gros pour vous le dire, est-ce que vous allez le télécharger illégalement ou pas. Encore une fois, c'est pas à moi de vous dire comment vous allez agir, mais tout simplement attendre que le film soit disponible légalement, au-delà du fait que ça ne devrait pas vous tuer, normalement. C'est aussi une manière un peu de se serrer les coudes, parce que le cinéma est, comme beaucoup d'autres secteurs, un secteur qui va mal, et c'est pas la peine de, alors qu'il est assis sur une branche qui est un peu vermoulue, de lui mettre des grands coups de pied dans la figure en la sciant. Ça ne sert à rien. Voilà. Mais ça n'est que mon opinion, vous ferez bien comme vous voulez. Parlons maintenant de Christopher Nolan, qui pourrait bien quitter Warner, sa maison mère, le studio avec lequel il collabore depuis une vingtaine d'années. Ce qui est quand même pas anodin, sachant qu'il était vraiment devenu un des emblèmes, vraiment un représentant, on va dire, de la ligne éditoriale créatrice de Warner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a désormais quelques semaines, le studio a annoncé qu'il allait totalement révolutionner sa manière d'exploiter les films, tout simplement en les sortant non plus d'abord en salle, mais désormais simultanément sur HBO Max et au cinéma. Évidemment dans les territoires où HBO Max est disponible, ce qui n'est pas encore le cas en France. Et au passage, ce qui explique donc que chez nous, on ne sait pas encore quand Godzilla sortira, mais il sortira uniquement sur grand écran a priori. Bref, ça a beaucoup déplu à Christopher Nolan, qui est un fervent défenseur de l'expérience du cinéma sur grand écran, et qui donc aurait laissé entendre Wall Street Journal, qui ne le cite pas, mais qui se montre très affirmatif, en expliquant que le cinéaste va très probablement ne plus collaborer avec Warner à l'occasion de son prochain film.
Alors, tout d'abord, il faut prendre ces propos avec un peu de distance, avec des pincettes, parce que c'est pas une déclaration directe de Nolan, c'est une affirmation du Wall Street Journal qui est certes pas le premier sur la rumeur et sur les ragots, mais il n'empêche. Et enfin, c'est peut-être juste une question de guerre psychologique, de communication, de Nolan bandant un peu ses muscles et disant au studio « Oh là là les gars, moi je marche pas dans votre combine, attention sinon je me casse ». Ça n'est peut-être que ça. Et sinon, alors imaginons que Christopher Nolan s'en aille. Où est-ce qu'il pourrait aller? Il y a quand même pas beaucoup de crèmeries qui sont capables d'investir des sommes aussi colossales parce que ces films coûtent très cher, ou qui désirent tout simplement avoir un auteur de ce type-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Universal pourrait être très intéressé. Sony peut-être aussi, parce que depuis quelques mois maintenant, le studio essaye vraiment de se donner une image de major qui va vraiment travailler pour le cinéma, pour le grand écran, avec des réalisateurs que ça intéresse. Ils ont d'ailleurs fait savoir, sans citer évidemment les intéressés, que plusieurs metteurs en scène les auraient contactés très récemment pour les rejoindre. Bien sûr, c'est invérifiable, mais ça témoigne bien de la volonté de Sony de se présenter en héros, en porte-drapeau du cinéma tel que dans la salle de cinéma. Donc ça pourrait les intéresser dans cette optique éventuellement de faire main basse sur Christopher Nolan. Ensuite, est-ce qu'il a raison, Christopher Nolan ? Écoutez, moi j'ai tendance à dire qu'en tout cas il a sûrement pas tort, tout simplement parce que c'est une question de cohérence. Il défend le cinéma et le grand écran depuis des années, et assez logiquement, quand il estime que le studio pour lequel il travaille ne défend plus le cinéma, du moins la salle de cinéma, il fait savoir qu'il va s'en aller. Ça n'est rien de moins que de la cohérence. Et pourquoi est-ce que ça le met autant en colère? Il faut bien comprendre que vous êtes très nombreux à nous dire « Attendez, Warner, c'est les seuls à sortir les films quand même un peu au cinéma, c'est bien, ils soutiennent quand même les salles. » Alors attention, ça n'est pas par bonté d'âme, par charité que le studio sort également ses films sur grand écran. C'est parce que le lancement de HBO Max, sa plateforme maison, a été pas loin d'une catastrophe. Ils ont beaucoup moins d'abonnés que prévu, ils ne sont pas encore installés dans tous les pays, donc on est quand même pas loin de l'accident industriel. Par conséquent, ils n'ont tout simplement pas la capacité d'exploiter leurs films uniquement via leur plateforme. En revanche, s'ils les sortent en partie dessus, c'est quand même bien pour y attirer un nouveau public, et à terme, parce que c'est le but d'une plateforme de streaming, de SVOD, et à terme ne plus sortir leurs films en salle. Tout bêtement parce que quand vous sortez vos films sur une plateforme, c'est pas pour en même temps diviser votre nombre d'abonnés et diviser vos recettes avec des exploitants de salles, ça n'a aucun sens économiquement, il faut bien le comprendre. Donc, en gros, ce que Nolan dit, c'est « moi, je ne veux pas être le cheval de Troie de la disparition des salles, alors justement, je les défends ». Eh bien, vous pouvez tout à fait être en désaccord avec lui, mais moi, je trouve ça très cohérent. Et enfin, pourquoi c'est important, les salles ? Alors, c'est pas du tout important parce que la cinéphilie ne pourrait exister qu'au cinéma. C'est pas vrai. On peut être cinéphile devant son téléphone portable, on peut être cinéphile devant son ordinateur 15 pouces, on peut être cinéphile devant son vidéoprojecteur, on peut être cinéphile devant sa télé. La cinéphilie n'existe pas que dans le temple du cinéma, tout simplement, sinon il n'y aurait pas de cinéphile, ou alors il n'y en aurait qu'à Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que moi, comme je pense la plupart d'entre vous, moi j'ai grandi dans une petite ville, j'ai grandi entre la Bourgogne et l'Auvergne, et tout bêtement, il y avait un écran de cinéma, et je risquais pas de forger de la cinéphilie uniquement à partir de ça. Non, moi la cinéphilie, comme tout le monde, je l'ai faite avec la télévision, le cinéma de minuit, les rediffs, avec les VHS, avec Canal bien sûr, avec les DVD plus tard, et surtout avec les vidéoclubs. Donc, faire croire que le cinéma, que la salle de cinéma serait le seul lieu où peut éclore et se développer la cinéphilie, c'est factuellement faux, et en fait c'est un snobisme et un mépris de classe, un mépris culturel qui est très discutable, très bourgeois, et qui moi me rend dingue à chaque fois que j'entends ça. Néanmoins, pourquoi la salle elle est très importante? Parce que plus on a de guichets, c'est-à-dire de formes, de supports sur lesquels le cinéma peut se vivre, plus on a de variété et de diversité. Or, si notre système en France, il a une grande qualité, c'est la diversité. On a quasiment une des offres de cinéma les plus variées au monde. Allez vous balader si vous en avez l'occasion, si vous êtes à l'étranger, regardez la programmation des salles. Nous, en général, vous aurez un tout petit peu de production locale et que des films américains. Nous, on a du cinéma américain, mais du cinéma français. On est un des principaux pays producteurs de films quand même. On a des films qui viennent de toute l'Europe, on a des films qui viennent d'Asie, on a beaucoup de cinéma coréen, on a du cinéma d'Amérique du Sud, on a du cinéma québécois. Bref, il y a une offre très variée. Et le cinéma, pas tout seul bien sûr, mais en partie la salle de cinéma, elle assure cette diversité, elle la permet parce que on a un système qui certes est un système capitaliste, néanmoins qui est un système avec des garde-fous, avec des systèmes de régulation, d'incitation, bref, plein de choses, plein de règles qui permettent, qui facilitent, qui encouragent à ce qu'on ait une offre très variée. Et vous pouvez bien dire, ouais, mais moi je m'en fiche, moi je préfère regarder les films chez moi. Mais vous avez bien raison, dans ce cas-là, faites-le. Mais dites-vous que si vous avez une telle variété aussi chez vous, c'est parce qu'il y a d'abord la salle qui l'impulse. Et c'est parce que la salle ayant une offre variée, votre plateforme à côté, elle est bien obligée de proposer de la variété aussi si elle veut faire concurrence à la salle. Bref, c'est un écosystème qui potentiellement est très sain, qui représente beaucoup d'emplois, qui représente en plus économiquement, qui a un poids relativement important. La culture en France, ça pèse lourd, plus lourd que l'automobile. Et enfin, je vous le redis, si vous tenez à avoir plein de films différents, pas toujours voir les mêmes choses, la salle de cinéma est un cran, un niveau, un dispositif qui est très important pour nous tous. Quand bien même vous n'irez pas, quand bien même c'est pas votre truc, et c'est pas grave.
Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je trouve le positionnement de Nolan intéressant. Encore une fois, c'est pas une question de il a raison ou il a tort, c'est bien plus compliqué que ça. Je trouve qu'il est intéressant et il faut absolument penser et se rappeler combien la salle est un échelon important dans la vie du cinéma. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo de news, j'avais envie de vous dire un mot de la disparition de Rémi Julienne. Alors, Rémi Julienne, ça a été un immense cascadeur, mais un gigantesque cascadeur. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en gros, comment dire, il a révolutionné l'art de la cascade en France, de la cascade mécanique notamment, en bagnole en gros, et il est strictement impossible que vous n'ayez jamais vu son travail parce qu'il a quand même été crédité dans pas moins de 1400 films. Il s'est occupé des cascades de 6 James Bond, la période Roger Moore, et d'ailleurs qui était à l'époque extrêmement réputé pour l'ambition justement de leur cascade, et c'est notamment lui qui a permis en grande partie, faut pas se leurrer, de façonner une partie importante de l'image de Belmondo, réalisant ses cascades dingues, parce que Rémi Julienne n'était pas seulement un cascadeur, un technicien de la cascade, encore que c'est déjà un sacré métier, moi vous me demandez de faire une cascade, si vous voulez, vous n'allez pas obtenir du James Bond, vous allez obtenir un snuff movie, enfin bon, bref, c'est un autre problème. Bref, Rémi Julienne était surtout un concepteur de cascade. C'est pas pour rien que Claude Lelouch l'appelait le Einstein de la cascade. Et voilà, c'est un métier dont on parle pas souvent, que ce soit sur écran large ou ailleurs, c'est vrai, il est rarement mis en lumière, et bien il avait un ambassadeur formidable, incroyablement créatif et compétent à la personne de Rémi Julienne, et tout simplement, il nous a quittés, il est mort à l'âge de 91 ans, des suites de la Covid, et voilà, il fallait quand même dire un petit mot de son formidable héritage, dire un petit mot de combien il a permis de mettre un petit peu ce métier complètement fou dans les projecteurs, et voilà, il faut continuer à regarder les films auxquels il a participé. Je vous dis, allez sur Wikipédia, c'est un petit peu vertigineux, ou sur IMDb, vous trouverez, c'est ahurissant tout ce que cet homme a pu faire et combien de tôles il a froissé. Voilà, on était un peu émus de savoir qu'il nous avait quittés, parce qu'avec lui, c'est tout un savoir-faire et tout un morceau de l'histoire du cinéma français qui s'en va. Et donc, écoutez, on lui souhaite de reposer en paix, on pense bien à tous les siens, et on espère que vous aussi, vous ne vous reposez pas, mais que vous êtes en paix, et que, quoi qu'il en soit de votre côté, ça va pas trop mal. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager, à taper sur la cloche pour ne louper aucune de nos moultes interventions hebdomadaires. Nous, on pense très fort à vous. N'hésitez pas à insulter nos mamans parce que nous, de toute façon, on s'occupe des vôtres. On vous embrasse.